Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mardi 23 août 2016. Au Gabon, la présidentielle approche à grands pas. Avant le scrutin du 27 août, les Gabonais qui souhaitent s'exprimer aux urnes doivent retirer leur carte d'électeur. Nos reporters sur place les ont suivis. En Afrique du Sud, Johannesburg devient la 4e ville désormais administrée par l'opposition. Le candidat de l'Alliance démocratique Herman Mashaba rafle à l'ANC la mairie de la plus grande ville sud-africaine. Et enfin, le monde célèbre en ce 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée pour rappeler à tous les peuples ce qu'a été l'esclavage. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal au Gabon avec notre édition spéciale consacrée à la présidentielle. Tout de suite, les derniers faits marquants de la campagne électorale. Samedi 27 août, plus de 628 000 électeurs seront attendus aux urnes pour élire leur président parmi 11 candidats. À l'approche du jour J, il est important pour les Gabonais qui se rendront aux urnes de se munir de leur précieux sésame, leur carte d'électeur. Dans l'école publique d'Akébé 2 de la capitale Libreville, ils sont déjà nombreux à effectuer les formalités et surtout à fouiller les listes à la recherche de leur nom. Alors si certains ont pu repérer le leur, ce n'est pas le cas pour tous. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter ce jeune électeur gabonais. Bon, là, je suis venu regarder pour mon défunt frère, mais apparemment, je n'ai pas retrouvé son visage là. Mais pour moi-même, je l'ai quand même récupéré. Je peux récupérer ma carte depuis l'ouverture, quand on nous avait envoyé le message, dire que les cartes étaient déjà sorties. Je suis allé, j'ai bien reçu ma carte, il n'y a pas eu de problème puisque j'avais la référence, l'ancienne carte que j'ai voté au partiel avec. Et à Libreville, lundi, le 4e arrondissement de la ville a été pris d'assaut par la coordination de mobilisation des femmes gabonaises. L'organisation continue sa tournée à travers le pays. Objectif, marquer son soutien au président candidat Ali Bongo Ondimba. Maëlle Anastasie Mengue et Charles Talhomme pour le reportage. À 5 jours de l'élection présidentielle au Gabon, le pays vibre au rythme des meetings politiques. La coordination de mobilisation des femmes s'est retrouvée dans le 4e arrondissement de Libreville pour témoigner son soutien au candidat de la paix, Ali Bongo Ondimba. L'organisation fédère les femmes des partis politiques de la majorité, les associations féminines, l'UFPDG et la COFEMARS, représentées par les 17 partis politiques de l'opposition qui soutiennent Ali Bongo. Dans une ambiance festive, les participants à la mobilisation ont exprimé leur soutien au président sortant, mais aussi leurs attentes. En tant que jeune femme, j'ai choisi de soutenir le président Ali parce que je suis étudiante et il a beaucoup aidé les étudiants en faisant en sorte que tous ceux qui ont le bac puissent directement obtenir une bourse. C'est ce qui m'aide tout le temps à prendre les taxis et à payer certains manuels pour pouvoir poursuivre mes études. Je vous dis très bien qu'il réalise. Il donne l'argent, mais les gens qu'il a placés, ce sont les gens-là qui font le désordre. Quand il remet l'argent, au lieu de partager à nous tous, ils prennent dans leur poche, ils font leurs choses. Nous avons d'abord des enfants qui vont à l'école, qui ont réussi. Nous voulons qu'ils fassent quand même un geste pour nos enfants, pour qu'ils puissent trouver du travail, pour qu'ils puissent, nous aussi, nos femmes aussi, pour qu'on puisse en sortir. Nous sommes souvent, on a des veuves, nous avons des orphelins. Donc il y a la première dame qui s'occupe de ça aussi. Et c'est en paraphrasant la Bible que la coordinatrice Lemboui Wenga et la ministre de l'égalité des chances, Patricia Teyezodi, ont harangué la foule. Qu'ils bénissent nos ennemis et qu'ils puissent leur pardonner parce que nous pensons qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que nous donnons la vie et tout pouvoir vient de Dieu. Le candidat Ali est loin d'une mission divine. Politique également en République démocratique du Congo où l'opposition a appelé à une opération ville morte et à une grève générale pour ce mardi 23 août.
Le mouvement lancé sur l'ensemble du territoire congolais par le Rassemblement de l'opposition a été diversement suivi, plutôt bien dans la capitale Kinshasa et un peu moins en revanche dans la ville minière de Lubumbashi. La mobilisation vise à montrer au pouvoir qu'après 2 mandats de Joseph Kabila, la population attend toujours la tenue d'une élection présidentielle d'ici à la fin de l'année et surtout une alternance politique. L'opposition proteste contre la tenue de discussions avec le pouvoir mais aussi contre la désignation par l'Union africaine d'Edem Kodjo en tant que médiateur, l'ancien Premier ministre togolais étant jugé trop proche du pouvoir. Le facilitateur de l'Union africaine démarrait ce 23 août des travaux préparatoires à un dialogue entre majorité et opposition, travaux boycottés par le Rassemblement de l'opposition, notamment par les 2 premières formations au sein du Parlement, l'Union pour la démocratie et le progrès social et le Mouvement de libération du Congo. Et l'opposition était également mobilisée au Togo. Samedi, des opposants réunis au sein de Combat pour l'alternance politique ont de nouveau appelé à des réformes dans le pays. En meeting à Lomé, les membres du CAP 2015 ont notamment dressé un bilan des 10 ans de l'accord politique global. L'APG a été signé le 20 août 2006. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise, estime que depuis sa signature, le régime au pouvoir n'a pas cessé, je cite, de fouler aux pieds cette APG, ainsi que tous les engagements pris. Et écoutons Jean-Pierre Fabre qui répondait au micro de notre correspondant sur place, Noël Tadénian. Expliquer aux populations la nécessité de se mobiliser pour obtenir les réformes. Vous savez, si on n'obtient pas les réformes, ça va être très dangereux pour le pays. On en a marre d'un régime qui régente le pays depuis un demi-siècle et il devient insupportable de rester là en spectateur pour admirer les méfaits du régime. Et une explosion sociale est à craindre. Et donc, il vaut mieux, pour prévenir ces choses, qu'on s'asseye pour discuter, pour faire les réformes. Après les élections municipales du 3 août dernier en Afrique du Sud, la plus grande ville du pays change maintenant de maire. C'est le candidat de l'Alliance démocratique, Herman Mashaba, qui est à la tête de Johannesburg depuis lundi soir. Après Pretoria et Port Elizabeth la semaine dernière, l'opposition sud-africaine rafle donc au Congrès national africain au pouvoir une nouvelle ville clé du pays. Le scrutin du 3 août avait donné à l'ADA 2e 104 sièges, après l'ANC qui a, elle, obtenu 121 sièges. Mais grâce à une coalition avec le Parti des combattants pour la liberté économique, arrivé 3e, et de plusieurs petits partis, Herman Mashaba a obtenu lundi 144 voix. Son rival de l'ANC, Mpo Parks Tao, en obtient lui 125. La défaite de l'ANC à Johannesburg est historique. C'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que la ville n'est pas dirigée par le parti de Nelson Mandela. Herman Mashaba est un millionnaire autodidacte afrodescendant, fils d'une femme de ménage. Certains de ses propos, considérés comme anti-pauvres, ont récemment été critiqués. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions d'habitants de Johannesburg à l'annonce de leur nouveau maire. Je pense que le vrai test va être de voir si le nouveau maire met l'accent sur les services publics de base pour les pauvres, s'il s'occupe des choses qui posent problème aux gens, aux électeurs. Aménager des parcs et construire de nouveaux centres commerciaux, ce n'est pas ce dont Johannesburg a besoin. Il faut une réponse politique, beaucoup plus élaborée. Herman Mashaba s'est exprimé de façon tellement anti-pauvre, anti-afrodescendant. C'est très effrayant, surtout si vous regardez comment l'Alliance démocratique a gouverné la ville du Cap. C'est profondément perturbant que Herman Mashaba soit notre maire aujourd'hui. Je partage les vues du nouveau maire. Je crois en effet que notre pays a développé une morale de la dépendance, où nous dépendons des autres pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Surtout quand il s'agit de pauvreté. Honnêtement, je crois qu'on fait le choix de rester dans la pauvreté. Je sais que Mashaba est un très bon homme d'affaires, donc je veux voir comment il va gouverner la ville et je suis très contente qu'il amène du changement qu'on attendait depuis longtemps. Au Nigeria, des déclarations récentes annoncent une nouvelle déroute d'Aboubacar Shekau.
L'armée nigériane a annoncé ce mardi que l'ancien chef de Boko Haram a été gravement blessé à l'épaule après un raid aérien qui a été mené vendredi sur son fief de la forêt de Sambisa. Plusieurs commandants du groupe islamiste auraient également été tués au cours de cette opération. L'annonce laisse cependant les experts perplexes. La mort de la tête de Boko Haram a déjà été annoncée à plusieurs reprises par les autorités nigérianes. Début août, le groupe État islamique auquel Aboubakar Shekau avait prêté allégeance en mars 2015 avait notamment désigné un nouveau chef de Boko Haram. Il s'agissait d'Abou Mossab al-Barnawi. Quelques jours plus tard, Aboubakar Shekau réaffirmait son leadership dans une vidéo. Et l'annonce du raid sur Aboubakar Shekau coïncide avec l'arrivée ce mardi de John Kerry dans le nord du Nigeria. Après le Kenya lundi, le secrétaire d'État américain était à Sokoto dans la matinée. Après des rencontres avec divers chefs religieux du pays, M. Kerry se rendra mercredi à Abuja pour y rencontrer notamment le président Muhammadu Buhari. Pour cette troisième visite au Nigeria en moins de 2 ans, John Kerry a tenu à féliciter l'armée nationale pour ses victoires dans sa lutte contre Boko Haram. Le secrétaire d'État américain a cependant mis en garde contre les abus sur les droits de l'homme. Certaines organisations non gouvernementales ont notamment pointé du doigt des répressions parfois excessives et des crimes extrajudiciaires menés contre des djihadistes supposés. Et toujours dans le nord du pays, 8 personnes ont été tuées lundi pour un blasphème présumé. La police de l'État de Zamfara a annoncé que les victimes étaient présentes dans la maison d'un homme poursuivi par une foule de musulmans en colère. Les assaillants ont incendié le bâtiment situé dans le village de Talata Mafara. L'occupant et son épouse n'ont pas péri dans l'attaque. L'homme, un musulman, avait été pourchassé pour avoir tenté de secourir un étudiant chrétien accusé de blasphème. Le jeune homme avait proféré des propos insultants envers le prophète Mahomet. Un couvre-feu a été imposé de l'aube au coucher du soleil. Quant à l'école technique des étudiants impliqués, elle a été fermée. Au nord du continent, le Parlement de la Libye a voté contre le gouvernement d'union nationale. C'est lundi que le Parlement réuni à Tobrouk a refusé d'accorder sa confiance au GNA, le gouvernement basé à Tripoli, pourtant soutenu par la communauté internationale. Parmi les 101 députés libyens qui étaient présents au vote sur 198 parlementaires au total, le non a apporté 62 voix, le oui une seule voix et 39 membres de l'institution se sont abstenus. En marge de ce vote, le Parlement a également demandé au Conseil présidentiel de nommer sous 15 jours un nouveau gouvernement de crise. Pour les députés libyens qui ont voté contre le GNA, depuis sa formation le 29 mars 2016, ce gouvernement a montré, je cite, son incapacité à gérer le pays. Le gouvernement dirigé par Fayez al-Sarraj a déjà perdu 4 de ses membres. Chaque année depuis 1998, le monde célèbre le 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Objectif de cette journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, inscrire la tragédie de la traite d'êtres humains dans la mémoire de tous les peuples. Au Bénin, la ville de Ouida a été une plaque tournante dans le commerce des esclaves. Portugais et Français y avaient installé notamment leur base. Retour dans l'histoire avec Romuald Vissot. Ouida, ville historique de l'Est Dahomey, devenue Bénin en 1975. Cette commune, située au sud du pays, à une trentaine de kilomètres de Cotonou, bénéficie d'une façade maritime. Le principal atout qui lui avait permis d'être privilégié pendant la traite négrière par les Européens. À Ouida, la traite négrière se résume en 6 étapes appelées la route des esclaves. Nous avons le marché des esclaves qu'on appelle la place aux enchères. Nous avons l'emplacement de l'arbre de l'oubli. Nous avons la case noire où on gardait les esclaves qu'on appelle le Zomaï. Nous avons aussi la fosse commune où a été jeté nos aïeux malades, fatigués, les morts à l'époque. Et nous avons l'arbre de retour qui est l'arbre témoin de l'esclavage à Ouida, qui est la 5e étape. Et la dernière, la porte qu'on appelle la porte du non-retour, qui est récemment construite pour matérialiser le passage de nos aïeux. Cette version du récit des événements passés est contestée par les historiens. D'après eux, la route des esclaves débute très loin de Ouida. Les royaumes négriers ne fournissaient pas les citoyens de ce royaume-là à l'esclavage pour la traite négrière. C'est les chefferies qui ont été soumises par la guerre et où on allait faire des razzias qui ont fourni des esclaves. Donc si nous allons parler de la traite négrière, il faut
partie de l'intérieur du pays, donc du nord, milieu Nago-Maki, parce que ce sont des populations qui ont été victimes, sincèrement, de cette traite négrière-là. Mais sur ce qui est convenu de nos jours, comme la route des esclaves, sont encore présents des vestiges de la traite négrière. Avant de démarrer à l'époque le circuit, tous les esclaves étaient regroupés ici sur la cour extérieure de Tchatcha Félix de Souza. Un certain nombre de personnalités avaient la possibilité d'ouvrir des entrepôts, des maisons où ils conservaient les esclaves et ils les exposaient aussi comme la marchandise. On venait là, on les examinait, ainsi de suite. Il y avait un prix selon qu'on est homme ou femme et selon qu'on est jeune ou vieux, ainsi de suite. Sous cet arbre donc se faisaient les expositions d'esclaves pour attirer la clientèle faite essentiellement de négriers européens. Dans la pratique, il y a quelques siècles en arrière, quand le négrier fait le choix de ses esclaves et paie le prix, l'homme noir qui devient sa propriété est conduit ici sous l'arbre de l'oubli. Avant de monter dans le bateau négrier, il doit dire au revoir. Quand vous vous êtes dévêtu et que vous avez donné tout ce que vous aviez, n'est-ce pas, il devait oublier ce que passait et rentrer dans le monde nouveau. La traite négrière a été une véritable série humaine pour l'Afrique. Des milliers de braves fils et filles du berceau de l'humanité ont été déportés et sacrifiés sur l'autel des intérêts des différents rois dahoméens qui se sont succédés au trône. De nos jours, une idée de réparation est de plus en plus agitée par les Européens, notamment les Français. Que renferme juste cette réparation? Une question qui ne cesse de tarauder l'esprit de l'historien. L'idée de réparation, d'accord, mais donner de l'argent, c'est une manière de vendre une deuxième fois ces esclaves-là qui ont été déportés hors de leur territoire. En attendant une décision des pouvoirs publics béninois de rendre à Ouidah tous ses attributs de ville touristique, la ville, encore appelée en langue fongbe Glekwe, vit avec des forts français et portugais sans aucune animation particulière. Grâce à Ouidah 92, un événement international initié par l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, la porte de non-retour est réhabilitée. La porte du retour, quant à elle, est dans l'anonymat total malgré le retour effectif des descendants d'anciens esclaves. Ils viennent des États-Unis d'Amérique, de Haïti ou encore de la Jamaïque. Direction l'Afrique centrale à présent. Au Cameroun, de nouveaux responsables ont été nommés à la tête de la compagnie aérienne nationale Camerco. Ces nouvelles nominations interviennent au moment où la compagnie cherche à prendre un nouvel envol. Nos journalistes Steve Gabangena et Fabrice Amvama nous font vivre l'ambiance et les attentes exprimées lundi lors du conseil d'administration extraordinaire présidé par le ministre camerounais des Transports. Voici ainsi présentés les nouveaux responsables de la compagnie nationale aérienne camerounaise. Ernest Dikoum remplace Jean-Paul Nana Sandjo et devient ainsi le directeur général de Camerco, une structure minée depuis son lancement par des problèmes divers. Cette nomination survient à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu hier après-midi au siège de la Camerco à Yaoundé. Le président du conseil d'administration, Edouard Akamfoumou, a lui aussi été débarqué. Il est remplacé à ce poste par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Méfiré Oumarou. Je viens de décliner sous la forme d'une communication spéciale les hautes instructions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, par lesquelles il a décidé de désigner Monsieur Méfiro Oumarou et Monsieur Ernest Dikoum aux fonctions respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de Camerco. Parlant des conditions difficiles, Camerco, depuis son lancement il y a 9 ans, ne s'est jamais bien porté. Ernest Dikoum est le 6e directeur général de Camerco en 9 ans, miné par une gestion tatillonne, un effectif pléthorique et des problèmes structurels propres au Cameroun. L'entreprise n'a cessé d'être un gouffre à sous jusqu'à atteindre une dette estimée à 35 milliards de francs CFA.
Une situation qui a fait recourir à l'expertise de Boeing qui, dans un rapport, a préconisé, entre autres, l'acquisition de nouveaux avions, l'assainissement managérial, le paiement de la dette et une recapitalisation à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Le nouveau directeur général et le nouveau président du conseil d'administration ont donc du pain sur la planche. Au plus sceptique, le ministre des Transports n'a pas manqué à rappeler le parcours des deux hommes. Ernest Dikoum, par exemple, a été pendant 6 ans chargé de la stratégie financière d'Emirates avant de diriger le bureau Afrique de l'Ouest et sahélien. Le nouveau directeur général de Camerco, M. Ernest Dikoum, est âgé de 49 ans. C'est un grand spécialiste du transport aérien. C'est aussi un homme d'expérience dont les compétences et les qualifications dans le domaine du transport aérien sont avérées et unanimement reconnues de par le monde. Désormais, il revient à ces deux hommes de mettre en œuvre le plan de restructuration et de redressement de la Camerco, un défi que le nouveau directeur général pense être capable de relever. Je pense qu'il faudrait d'abord essayer de mettre le personnel en confiance parce que c'est à partir des personnes qu'on peut avoir des résultats. Il y a des problèmes, on le sait, ils sont identifiés et je pense que si tout le monde travaille ensemble, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, la tutelle, l'autorité aéronautique, je pense que le résultat, les Camerounais, vous le savez très bien, c'est notre fleuron national. Il faudrait qu'on travaille tous pour pouvoir relever le défi. Reste à juger le maçon au pied du mur. Et quittons la capitale politique camerounaise, direction Douala. Dans la capitale économique du pays, de légères pluies s'abattent sans discontinuer depuis maintenant près d'1 mois. La situation n'est pas sans conséquence pour les habitants de la ville qui se voient obligés de ruser pour changer leurs habitudes. Usagers des transports ou encore commerçants, chacun doit trouver un moyen de s'en sortir par ces temps de pluie. Valérien Noubissi et Eric Djanga pour le reportage. Parapluie en main, couvert de manteaux et chaussés de bottes en caoutchouc, moto avec des parapluies spécialisés. Voilà des images qui dominent depuis peu les artères de la ville de Douala. La saison des grandes pluies qui bat son plan depuis le début du mois d'août dans la ville de Douala oblige les habitants à revoir les habitudes dans une ville dont le climat est habituellement chaud. Les pluies qui s'abattent des fois toute une semaine et de façon continue ne sont pas sans conséquences sur les activités économiques. Les clients se font rares et c'est le revenu qui reçoit un grand coup. Quand il pleut beaucoup, non seulement il n'y a pas le marché. Nous, par rapport au secteur des fruits que nous faisons, en saison pluvieuse, c'est clair, c'est vraiment mort pour nous. Puis, et les fruits poussent beaucoup en saison pluvieuse. Actuellement, si tu veux ne serait-ce un peu travailler pour pouvoir gagner ton bon quotidien, tu n'as pas le parapluie, tu ne peux pas. Ouais, tu ne peux pas, c'est vraiment difficile. Même les vacanciers qui ont choisi de faire une activité rentable durant cette période de vacances voient les chances de se faire assez de gains pour préparer la rentrée prochaine s'amenuiser. Je suis étudiant à l'université de Tchang, donc je fais ça pour aider un peu la famille. Face à cette situation, c'est chacun qui trouve des astuces, question de limiter les pertes. C'est le cas par exemple des mototaxis qui ont des parapluies spécialisés. Les parapluies, c'est quelque chose qui est très risquable. Bon, pour quelqu'un qui sait que le parapluie est risquant, il doit devoir savoir peut-être comment rouler. Et avant de faire chaque manœuvre, il doit déjà te dire que son gabarit a changé. Bon, avec ça, si tu mets un peu de prudence, tu peux bien t'en sortir le soir. J'ai un grand nylon dans le seau. Le temps que la pluie commence, les grandes pluies, quoi. Moi, je couvre le plateau et je continue toujours à marcher pour que la pluie ne puisse pas toucher les yeux. Si certains commerçants regrettent cette période des pluies, d'autres par contre se frottent les mains. C'est le cas des vendeurs de parapluies qui voient le chiffre d'affaires évoluer considérablement. Car en cette période, il est difficile de se déplacer sans son parapluie. Quand il pleut toute la journée, je peux me retrouver à 100 000, 60 000, 50 000. Bon, comme ce matin, je n'ai rien eu. Je suis qu'à 10 000 francs seulement. Comme quoi, en cette saison pluvieuse, le ciel n'est pas gris pour tout le monde. Et terminons ce journal avec un mot de sport. Retour triomphal des sportifs olympiques médaillés sud-africains chez eux après leur prouesse à Rio au Brésil. Plusieurs centaines, voire 1 millier de personnes étaient amassées à l'aéroport Oliver Reginald Tambo de Johannesburg pour accueillir leurs héros.
Une petite cérémonie a été donnée en présence du ministre des Sports, du président de la Confédération des Sports et du Comité olympique sud-africain, ainsi que de Miss Afrique du Sud. Une ovation particulière a accompagné le tout nouveau recordman du 400 mètres, Wade van Niekerk, ainsi que la championne olympique du 800 mètres, Caster Semenya. Et je vous propose d'écouter quelques réactions. Pour nos médaillés, c'est l'Afrique du Sud dont nous parlons quand nous disons que nous sommes une nation gagnante. L'héritage de Nelson Mandela continue de vivre. Je tiens à remercier mes compatriotes sud-africains et le monde entier pour un tel soutien si fantastique. Ce que je peux dire, c'est que je les aime et je les rendrai toujours fiers. Vous savez, c'est fantastique de rentrer à la maison et de recevoir un tel accueil. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'émotif, mais oui, je suis très heureuse. Et oui, je vais toujours faire de mon mieux et je reste dans l'espoir de remplir de nouveau l'aéroport Oliver Tambo dans 4 ans. Bravo aux athlètes sud-africains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Au Gabon, la présidentielle approche à grands pas. Avant le scrutin du 27 août, les Gabonais qui souhaitent s'exprimer aux urnes doivent retirer leur carte d'électeur. Nos reporters sur place les ont suivis. En Afrique du Sud, Johannesburg est devenue la 4e ville désormais administrée par l'opposition. Le candidat de l'Alliance démocratique Herman Mashaba rafle à l'ANC la mairie de la plus grande ville du pays. Et enfin, le monde célèbre en ce 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée pour rappeler à tous les peuples ce qu'a été l'esclavage. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain soir pour un prochain Vox News. Et comme tous les jours après le journal, ne manquez pas notre édition spéciale présidentielle au Gabon. Ce soir, Vox Africa vous propose un grand entretien avec le président sortant Ali Bongo Ondimba. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.